Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir UL à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Alexis Denis, je travaille au bureau de liaison à l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario, et ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Alors, de 3 à 4 fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposeront un thème qu'ils et elles vont discuter avec vous. Nous avons quelque chose pour tous les goûts, comment se fixer des buts, les tatouages, le Super Bowl et bien d'autres encore. Avant de commencer, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Pour les questions, vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin. Envoyez-les nous à vous dans l'option chat et moi, je vais certainement poser vos questions à M. Caron qui est ici avec vous aujourd'hui. Alors, nous aimerions reconnaître le traité de Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations de Titmashing-Anishinaabe et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle des Premières Nations de Wahnapitae. Alors, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville et dans quelle année vous êtes. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas d'allumer votre caméra, mais gardez en tête que le webinaire est effectivement enregistré. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter professeur François Caron. Monsieur Caron est professeur titulaire de l'École de l'environnement et occupe la chaire industrielle Bruce Power en énergie durable. Il a longtemps travaillé comme chercheur scientifique à Énergie anatomique du Canada. Monsieur Caron s'intéresse à la radioactivité et son devenir dans l'environnement. Alors, Monsieur Caron, je vous passe la parole. Et bonjour, bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Alexis a déjà fait l'introduction que moi je voulais faire en fait. C'est ça. Ça fait que là, moi j'ai commencé moi dans ma carrière universitaire, j'ai fait mon bac en chimie, j'ai continué pour ma maîtrise pour une science de l'eau à l'INRS à Québec et ensuite je suis allé à l'Université McMaster pour faire mon doctorat en géochimie. Puis, un des buts que j'avais pour ça, c'était aussi d'apprendre l'anglais parce qu'avant d'aller en Ontario, ben moi, j'étais bilingue francophone. Fait que là, j'ai découvert que c'était un but pour moi d'essayer de faire un petit peu de choses en anglais aussi, sans oublier le français. Et puis, comme Alexis m'a mentionné, ça fait depuis 1991 que je travaille dans le secteur nucléaire. J'ai été avec Énergie atomique du Canada à Chalk River. Après ça, j'ai travaillé sur la radioactivité dans l'environnement, émission des réacteurs, chimie des réacteurs chimiques, des réacteurs nucléaires. J'ai aussi fait de la gestion des déchets. Puis j'ai aussi fait quand même pas mal d'exposer au niveau public. Fait que, avec tout ça, ben, moi, j'ai trouvé dans ces années-là que du côté nucléaire, on travaillait beaucoup du côté technique, mais ça semblait être un sujet qui est un petit peu hors de l'ordinaire, un petit peu exotique. Puis, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion d'être capable de prendre les sujets exotiques puis d'amener ça au public, aux personnes en général, pour essayer de démystifier certaines choses, puis aussi de mettre les choses en perspective. C'est une des choses que je fais présentement avec ma nouvelle position, là, de position de chaire industrielle à Bruce Power. Fait que, non seulement ben, on regarde qu'est-ce que les réacteurs puissent donner à l'industrie minière. Fait qu'on a l'industrie minière qui a besoin d'électricité, puis on a l'industrie nucléaire qui ont besoin d'avoir des nouveaux clients, puis surtout pour le développement du Nord, où est-ce que les réacteurs nucléaires peuvent donner une alternative qui est sans émissions de carbone ou très peu d'émissions de carbone. Quand on pense au transport, ces choses-là, il y a toujours des émissions. Mais si on s'en va dans les réseaux autonomes dans le nord de l'Ontario, le nord du Québec, les territoires du Nord-Ouest, et ainsi de suite, on a besoin de façon de produire de l'énergie, puis aussi de moins produire ou de ne pas produire des gaz à effet de serre. Ça, une des choses qui va porter, qui va aider beaucoup là-dessus, c'est les réacteurs de petit calibre, des réacteurs portatifs plus ou moins.
Et puis ça aussi, c'est pas une sorcellerie jusqu'à un certain point. Ça fait une soixantaine d'années que les réacteurs se promènent autour du monde dans des porte-avions, dans des brise-glaces, dans des sous-marins nucléaires. Fait que là, c'est déjà là, ça existe déjà. Mais là, ben, il faut que nous autres, on soit capable de faire ça, que ce soit abordable pour l'industrie minière, que ce soit aussi compatible avec les besoins environnementaux des communautés autochtones également. Fait que je peux parler beaucoup, mais je vais vous laisser parler, puis j'aimerais que vous puissiez demander vos questions, surtout oralement, parce qu'avec le chat, ben, j'ai un petit peu de misère à tout suivre, tout ça en même temps. Puis, fait que là, je vous laisse la parole, puis posez-moi les questions, n'importe quelle question, puis moi, je vais être prêt à vous aider. Je regarde sur le chat, envoyez-nous des questions. OK. Là, le chat, ben, c'est envoyez-nous des questions. Et j'aimerais ça, si c'est possible, si vous êtes confortable avec ça, j'aimerais ça que si vous posez une question, ben, vous mettez votre caméra pour dire bonjour, c'est moi et c'est votre caméra. Parce que moi, inquiétez-vous pas pour l'allure de votre visage, de votre coiffure, parce que moi, regardez qu'est-ce que c'est que j'ai ici, c'est pas extraordinaire du tout. Fait que là, ça va partir bientôt. Mais on est rendu là. Bon, fait que là, probablement, j'ai pas vu de questions, mais disons que je peux essayer d'élaborer un petit peu pour une des questions qui vient le plus souvent, c'est bon, est-ce que c'est dangereux, le nucléaire? Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut prendre attention, mais surtout avec les recherches qui sont passées depuis les dernières années, parce qu'ici au Canada, peut-être que vous ne le savez pas, ça fait environ 75 ans que le Canada fait de la recherche au niveau nucléaire. Puis le Canada, c'est le premier pays en dehors des États-Unis à avoir fait une réaction nucléaire contrôlée. Fait que là, même le Canada a même battu les Soviétiques là-dessus. Fait que ça fait depuis ce temps-là que le Canada a de la recherche nucléaire. Et puis, le Canada a décidé très tôt dans les recherches nucléaires d'utiliser l'énergie nucléaire seulement pour des fins pacifiques. Fait que là, ici, au Canada, ben, il n'y a absolument aucune recherche militaire pour, qui implique l'énergie nucléaire. C'est tout civil. Tout est pour les utilisations générales pour l'énergie nucléaire. On parle aussi de produits secondaires qui est la production d'isotopes. En produisant des isotopes, il y a des applications pour le traitement du cancer, pour la détection du cancer, d'autres maladies, beaucoup d'autres applications. D'autres choses qui viennent aussi, c'est, OK, est-ce que c'est dangereux? Oui, patata, ben, c'est comme n'importe quoi. Toutes les choses qu'on fait, il y a des dangers. Il faut qu'on soit capable de mettre ces dangers-là en perspective. Fait que pour l'énergie nucléaire, ben, les personnes qui travaillent directement avec le matériel sont bien formées. Il y a aussi beaucoup de suivis médicaux avec ces personnes-là pour s'assurer que les personnes qui travaillent dans le nucléaire ne prennent pas une dose de radioactivité qui est trop élevée ou qui est inacceptable. Comme par exemple, dans mon cas, moi, j'ai travaillé avec l'énergie nucléaire quand j'étais à Chalk River, j'avais une badge sur moi. Puis sur les 10 ans que j'ai travaillé là, ben, j'ai eu des doses qui étaient un petit peu plus élevées que ce qui se passe autour de nous autres, parce que la radioactivité, c'est naturel. Fait que là, ma dose a été juste un petit peu plus élevée que ça. Et pas ça, ça veut dire que, bon, d'ici 50 ans, ben, peut-être que ça me donne un risque qui est ça de plus. Et si vous pensez au risque qu'on court, ben, par exemple, les fumeurs, c'est ça, ça c'est un gros risque. Ensuite, les accidents de voiture, c'est un gros risque. Les maladies cardiaques, c'est aussi un gros risque. Donc, quand on regarde tous les risques, à ce moment-là, le risque qui est relié avec l'énergie nucléaire, ben, c'est quelque chose qui est très, très, très petit pour les personnes qui y travaillent. Imaginez pour les personnes qui n'y travaillent pas, comme vous et moi, ben, tout ce qu'on fait, c'est que
on prend la radioactivité qui est autour de nous autres dans la nature. Fait que pour ça, les dangers, moi, ben, j'ai pas de problème avec ça du tout. Puis, j'ai pas de problème aussi à convaincre les personnes que si on est ici à Sudbury, il n'y a pas de problème. Si on est plus proche des villes, ben, il y a des réacteurs comme à Toronto, il y a Darlington, il y a Pickering. Il y a des personnes qui restent, qui ont leur maison à quelques kilomètres du réacteur, puis c'est pas, ils ont le droit de le faire, puis il y a des suivis, puis c'est correct. Ah, je vois une question. OK. OK, quelle sorte d'équipement protecteur est-ce que vous portez lorsque vous travaillez proche de l'énergie nucléaire? Encore là, ça dépend. Ça dépend d'où est-ce qu'on est. Quand je fais du travail ordinaire de laboratoire, c'est juste un sarrau ordinaire avec les lunettes, puis après ça, des gants de caoutchouc. Je porte ça dans un laboratoire de chimie de toute façon. Fait que, il y a plus de sauvegarde, il y a plus de formation parce que là, quand on travaille dans un laboratoire ordinaire, puis là, j'inclus la radioactivité dans ça aussi, ben, il faut qu'on ait nos procédures. Et lorsqu'on a nos procédures, ben, c'est déjà là, on est capable de penser à qu'est-ce qu'on fait. Ça fait que la première défense, c'est d'avoir nos procédures et de penser qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est la meilleure défense. Ensuite, pour le reste, à ce moment-là, les sarraux de laboratoire, lunettes, les gants. Puis, quand on sort du laboratoire, le sarrau reste au laboratoire, les gants vont en poubelle. Puis, si on travaille avec la radioactivité, ben, il y a une poubelle qui est dédiée à ce matériel-là. Il y a des poubelles ordinaires. Fait que là, ben, on s'assure que les poubelles qui ont touché la radioactivité, à ce moment-là, c'est celles-là, on les vérifie à la fin. Puis, dans mon lab à moi, ces poubelles-là, je les vérifie, puis une fois qu'elles sont vérifiées, je les mets dans la poubelle ordinaire parce que les niveaux sont tellement bas qu'il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça ici, c'est dans nos laboratoires ici à l'université. Si on s'en va à un site comme à énergie atomique, ben, à ce moment-là, ben, il y a plusieurs endroits où on a le droit d'aller, puis à chaque endroit qui est plus proche de la radioactivité, à ce moment-là, ben, il y a plus de formation. Puis, étant donné qu'il y a plus de formation, ben, il y a plus de procédures. Quand on a des procédures, ben, c'est nous autres qui nous rendent ça dans la tête, c'est-à-dire qu'on devient plus conscient de qu'est-ce qu'on fait. Puis, à ce moment-là, on est capable de prendre les meilleures précautions. Et dans certains cas extrêmes au niveau de réacteurs, je suis allé une couple de fois échantillonner des réacteurs. Dans un cas, ben, je me suis mis un gros costume de lapin. Et après ça, ça revient à un costume de lapin que je dis souvent. Et puis, c'est avec ventilateur. Après ça, là, j'avais des gants de caoutchouc plus épais. Et après ça, là, c'était juste pour manipuler les choses que j'avais. Puis, la raison pour laquelle j'avais un ventilateur, c'est parce que c'était des déchets qui sentaient pas très bon. C'était pas la radioactivité qui était le plus gros danger. OK. J'ai vu une autre question ici. Bon, j'espère que j'ai bien répondu à la première question. Mais c'est l'équipement protecteur, ça dépend des dangers, ça dépend où est-ce qu'on est, mais c'est surtout les procédures. OK, l'autre question ici, c'est est-ce que les personnes vivant proche de centrales nucléaires sont à risque à long terme? Question rapide, c'est pas un gros risque à long terme, non. Et puis aussi, étant donné que les personnes restent plus proches, les personnes sont plus informées sur leur style de vie, puis les personnes s'informent elles-mêmes. Puis, les personnes ont des meilleurs suivis au point de vue médical pour déterminer à quel point ils sont exposés aux radiations. Mais encore là, quand je dis ça, il y a une zone d'exclusion autour des réacteurs ici au Canada, puis aussi aux autres réacteurs commerciaux. La zone d'exclusion, c'est 1 kilomètre. Fait que 1 kilomètre, c'est pas beaucoup. Mais quand même, avec cette distance-là de 1 kilomètre, c'est jugé assez bon pour que les personnes puissent avoir leur résidence dans cette distance-là. Ça, quand on dit c'est assez bon, c'est premièrement, c'est basé sur des calculs très avancés. Deuxièmement, c'est basé
sur les suivis qu'ils ont pour les personnes qui sont proches des réacteurs. Ça ici, c'est mandaté par la Commission internationale de l'énergie atomique. Fait que c'est ça que tous les réacteurs doivent être comme ça. Puis même jusqu'à un certain point, les réacteurs en Asie, il n'y a pas beaucoup de terrain qui est disponible en Asie. Fait que là, dans certains cas, ils ont essayé de diminuer la zone d'exclusion jusqu'à 500 mètres. C'est difficile. C'est difficile de voir quelles vont être les conséquences de ça, mais la façon à laquelle ils peuvent juger ça, c'est basé sur une performance qui avait des calculs très avancés. Les calculs avancés, ben, ça indique que si quelqu'un habite là pendant toute une année, alors qu'il va manger du riz qu'on fait pousser le long de la zone d'exclusion, puis après ça, il y a beaucoup de scénarios comme ça qui sont avancés pour essayer de déterminer combien de doses radioactives une personne comme ça pourrait prendre avec ces scénarios-là. OK, là, je vois pas d'autres questions qui sortent. Ah oui. Comment avez-vous découvert que vous vouliez étudier l'énergie nucléaire? Il n'y a rien j'ai pas de déclic vraiment, mais je me rappelle que moi, quand j'étais jeune, j'avais 8, 10 ans peut-être, je voyais que dans le sous-sol de la maison, la maison où j'ai été élevé, il y avait des dépliants qui avaient été distribués à la population, comment faire un abri antinucléaire dans le sous-sol de la maison. C'était dans les années 60. Ça m'a fait peur un peu. Après ça, là, je me repousse un peu plus tard dans le futur. Je me suis dit, OK, je n'ai jamais aimé la radioactivité, j'ai toujours eu peur, et ainsi de suite. Mais quand j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi? Fait que si ça fait peur, puis si c'est cette chose-là dans mon enfance qui m'a fait peur un peu, j'ai dit, pourquoi pas aller voir l'énergie nucléaire, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, puis faire partie de la solution pour essayer de se débarrasser des déchets nucléaires, plutôt que de m'asseoir en arrière et d'avoir peur. Fait que là, ben, la première des choses, c'est que, ben, premièrement, je me suis dit, bon, je vais aller à l'université pour faire quelque chose. Et après ça, quand j'ai eu une offre d'emploi, quand j'ai appliqué, j'ai eu une offre d'emploi à énergie atomique, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée de m'éduquer là-dessus, puis d'essayer d'aider l'industrie nucléaire à être plus responsable. Et puis, ben, ma première, je ne dirais pas dire une surprise, mais j'étais quand même content de voir que l'industrie comme telle, c'est une industrie qui est très responsable au point de vue de la façon à laquelle ils prennent soin des déchets nucléaires, entre autres. Puis aussi au Canada, l'approche du Canada, comme j'ai mentionné plus tôt, c'était d'utiliser l'atome puis l'énergie atomique dans des fins pacifiques. Fait que là, ben, avec ce genre de parapluie au-dessus de ma tête, je me suis dit, ben, si c'est ça l'industrie nucléaire au Canada, si c'est comme ça que le Canada voit le nucléaire, ben moi, je suis content d'entrer dans ça, puis de faire partie des gens qui vont l'utiliser de façon responsable. Fait que moi, je suis très confortable avec ça. Puis après ça, là que je suis sorti, puis de l'énergie atomique, que je suis sur l'Université Laurentienne aussi à New York, mais je suis quand même capable d'avoir une opinion indépendante et dire oui, ces processus-là, ça a de l'allure. Moi, je suis capable de supporter ça. Puis des choses qui sont ridicules, ben moi, je supporte pas ça. Mais l'énergie atomique, puis aussi la façon à laquelle ça va dans le futur, moi, je suis confortable avec ça. OK, l'autre, c'est comment est-ce que, je vais retrouver le chat ici, comment les déchets d'énergie nucléaire sont-ils disposés? OK. Fait que ça ici, ça, je pourrais partir très longtemps là-dessus. Mais première des choses, c'est que quand on a un réacteur, et ça, c'est la philosophie pour tous les réacteurs, c'est que ils gardent les émissions le plus possible, puis ils gardent leurs déchets en dessous du même toit. Mais là, c'est
à long terme, là, quand ces déchets-là vont être accumulés, à ce moment-là, il va falloir en prendre soin. Et il y a une des façons, c'est de l'enfouir dans une voûte géologique. Fait que là, présentement, il y a un processus qui a été amorcé il y a environ une quinzaine d'années. En fait, ça fait plus de temps que ça. C'est depuis le milieu des années 70 que l'énergie atomique, en tant qu'industrie, ici au Canada, ben, ils ont pensé à des sites d'enfouissement dans le bouclier canadien, qui est une roche qui est très stable au point de vue géologique, c'est très stable. Fait que ça ici, il y a beaucoup de recherches qui ont été passées là-dessus, puis je ne passerai pas par les détails. Mais dans les 15 dernières années, il y a eu un processus de consultation. C'est que là, on sait quoi faire avec les déchets, mais comment est-ce que le public veut être impliqué dans ça, puis est-ce qu'il va y avoir un endroit au Canada qui vont aller chercher ces déchets-là et les enfouir de façon responsable. Fait que là, il y a beaucoup de détails qui vont derrière ça, mais une fois que les déchets vont être prêts à être expédiés à ce site-là, à ce moment-là, ça va être mis dans des voûtes souterraines responsables. Et après ça, ces déchets-là sont retrouvables jusqu'à un certain point. Supposons que les nouvelles technologies puissent utiliser ces déchets nucléaires-là, parce que c'est possible. Fait que ça va être retrouvable, mais si on ne les retrouve pas, à ce moment-là, il y a des calculs avancés qui vont nous permettre de prédire jusqu'à 10 000 ans ou même 100 000 ans dans le futur, qu'est-ce qui va arriver avec ces déchets-là. Puis, dans des temps aussi longtemps que ça, les déchets vont se désintégrer d'eux mêmes. Ça, c'est très facile à montrer avec des calculs très grossiers, mais il y a des calculs qui sont beaucoup plus avancés qui vont être capables de montrer que si cette particule-là est ici, est-ce qu'elle va être rendue là? Est-ce qu'il y aura des problèmes dans l'environnement dans le futur? Fait que là, c'est une façon que moi, je trouve qui est responsable. C'est aussi une façon pour dire qu'après tant d'années, on est capable d'abandonner des déchets qui vont être disposés de façon sécuritaire et aussi correct pour l'environnement. Fait que ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est avec les derniers avancements des réacteurs, la nouvelle génération de réacteurs, la 4e génération qui va commencer, qui est sur le point de commencer, certains de ces réacteurs-là ont le potentiel de brûler les déchets des anciens réacteurs. Fait que ça, ici, dans les 50 prochaines années, on a une possibilité de resurgence de ces réacteurs-là. Puis là, ça va être vous, les jeunes, qui allez continuer dans ça. Puis ça, moi, je vous encourage très fortement de vous éduquer là-dessus parce qu'il y a un gros futur, puis aussi une bonne façon d'utiliser l'énergie nucléaire, puis aussi de prendre ce qui était un déchet dans le passé pour être une ressource dans le futur, puis qui n'aura pas beaucoup d'impact ou presque pas d'impact sur les gaz à effet de serre. Ça revient à date, je parle pas trop? Ah, ça ici, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez des conseils pour les élèves du secondaire qui s'intéressent, je vais vous dire tout ça ici, qui s'intéressent à travailler avec l'énergie nucléaire? Bon, les conseils, bon, c'est comme à peu près un peu tout. Si vous pensez que c'est quelque chose qui est important pour vous autres, regardez le cheminement que certaines personnes ont pris pour y aller. Fait que là, mon cheminement, c'est un cheminement parmi tant d'autres. Mais il y a beaucoup de personnes qui, supposons qu'on veut être capable de travailler du côté environnement, échantillonnage, par exemple, vous pouvez y aller du côté de biologie, de chimie ou de géologie. Et ensuite, lorsque vous allez continuer à avancer, vous allez voir que les possibilités vont être en avant de vous autres. Fait que là, si vous fixez ça comme étant un but, c'est un beau but. Puis, c'est une bonne façon aussi d'ouvrir nos portes pour avoir une pensée qui est plus englobante, puis aussi une pensée qui est plus soutenable dans le futur. Ça va être pour vous autres. Fait que là, mais pour se rendre là, il n'y a rien qu'une seule façon, c'est de se retrousser les manches, puis de foncer, puis dire c'est ça qu'on veut. Hop, une autre question ici.
Est-ce que les règles pour l'utilisation du nucléaire sont différentes selon les pays où existent des règles au niveau international? Oui, il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique qui chapeaute tout ça. Puis, ça, c'est l'Agence internationale. À ce moment-là, ont le pouvoir d'inspecter tous les pays pour l'utilisation de l'énergie atomique. C'est sûr qu'il y a certains pays qui peuvent donner un petit peu plus de troubles que d'autres. Il y a déjà une organisation parapluie. Puis aussi, d'autres juridictions comme les États-Unis, le Canada, ont des pouvoirs locaux qui sont, dans certains cas, beaucoup plus fermes. Et aussi, comme au Canada, par exemple, la Commission de contrôle de l'énergie atomique a aussi des pouvoirs de fermer des centrales, ont le pouvoir d'approuver des nouvelles centrales, et ainsi de suite. L'Agence internationale a quand même des pouvoirs, mais ils ne peuvent pas entrer d'un pays sans que le pays veuille. Mais lorsqu'on a un pays qui est comme le Canada, par exemple, bien, on a des ententes très étroites avec l'Agence internationale. Puis nous autres, on leur laisse le droit de regarder à nos opérations, puis il faut qu'on soit complètement transparent là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une autre question. OK. Pensez-vous que les centrales nucléaires disparaîtraient un jour par manque de radioactifs parce qu'ils ne sont pas renouvelables? OK. C'est presque pas renouvelable, c'est correct quand même. Comment je dirais ça donc? L'énoncé qui est là, c'est quand même assez vrai. Parce que l'uranium dans la nature, ben, il y en a jusqu'à un certain point. Et ensuite, le thorium, c'est un autre élément qui peut être utilisé pour faire des réacteurs. Là, on a des réserves dans ça. Fait que là, pour l'instant, avec les générations précédentes des réacteurs, on les utilise une fois, puis on ne les réutilise plus. Puis quand on ne les réutilise plus, on les met dans des voûtes. Puis comme j'avais mentionné auparavant, c'est que ce soit des déchets ou encore soit une ressource dans le futur. Fait que ça, c'était qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à date. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec le nucléaire? C'est que probablement certains de ces déchets-là vont être une ressource future. Ça fait que là, il va y avoir un moyen de recycler, faire un certain recyclage de ces déchets-là. Fait que on peut recycler ce matériel-là jusqu'à un certain point. Ça fait que bien un bout de temps, ben, que ces énergies-là, pas ces énergies-là, mais cette ressource-là, que ce soit une ressource rien que l'utiliser une fois ou le recycler, ben, éventuellement, ça va se tarir. Je ne sais pas exactement combien de temps, qu'est-ce que ça va prendre, là, mais j'ai vu des estimés qu'on parlait de siècles avant que ça soit épuisé. Surtout quand on regarde avec le cycle du thorium comme matériau de première ordre. OK. Ah, une autre question ici. Je vais regarder. Oups, j'ai regardé le mauvais écran. Excusez, pardon. OK. C'est ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous aimeriez voir dans la recherche de l'énergie nucléaire dans les 10, 20 ou même 100 prochaines années? Justement, je suis en plein milieu de ça présentement avec les réacteurs de petit calibre. Quand on dit un réacteur de petit calibre, on est capable de mettre ça sur un camion ou l'amener sur le site. Puis, quand le réacteur va donner son énergie, il peut donner une énergie dans un camp nié, par exemple, pour 20 ans. Dans 20 ans, on enlève le réacteur. C'est fini. Fait que localement, ben, à ce moment-là, il y aura, moi, la chose à laquelle je travaille, ben, c'est que pour m'assurer que localement, il n'y aura pas de contamination. Et après ça, éventuellement, quand le réacteur est enlevé, ben, il envoie à un endroit où ils peuvent être recyclés. Et après ça, on change de combustible. Il va y avoir des déchets avec ça. J'en ai déjà parlé des déchets. Mais fait que là, à ce moment-là, ben, si on peut reprendre le réacteur, le réutiliser, puis après ça, faire des copies genre là, réacteur IKEA. Là. Fait que là, tu prends un réacteur, c'est tout fait selon le même principe, puis on l'envoie à un autre endroit. Fait que là, il y a possibilité de faire beaucoup
réacteurs comme ça ici. Ça fait que là, au point de vue de recherche d'énergie nucléaire pour les 10, 20 ou les 100 prochaines années, par exemple, c'est quelque chose qui va être très, très, très excitant. Puis après ça, d'ici les 10 prochaines années, ben, on va avoir plusieurs concepts de réacteurs comme ça qui vont être utilisés et utilisables aussi. Puis, fait que là, c'est quelque chose qui est pas très gros. Fait que là, on appelle ça des réacteurs de petit calibre, là, des small modular reactors, des réacteurs modulaires, des petits réacteurs modulaires. C'est quelque chose qui est très excitant. Puis, avec cette génération-là, quatrième génération de réacteurs, ben il y a tellement de caractéristiques de sécurité qui ont été améliorées qu'on peut prendre le réacteur, le laisser aller, il va arrêter par lui-même. Ce ne sera pas comme Fukushima. Fukushima, il y a eu des problèmes avec ça, c'est parce qu'il y avait des systèmes auxiliaires qui n'étaient pas capables de fonctionner. Et les utilisateurs ne pouvaient pas reculer et dire, OK, le réacteur va arrêter lui-même. Non. Là, les nouveaux réacteurs, il faut que ce soit comme ça. OK. OK. Là, ici, l'autre question. Est-ce qu'on obtiendrait le même rendement recyclé? Oui, parce que pour faire le combustible nucléaire, par exemple, ben, il faut qu'on ait des caractéristiques chimiques et physiques très précises. Fait que là, on prend du matériel, on recycle, on isole ce qu'on a besoin d'isoler. Le reste, si c'est recyclé d'une autre façon, ça peut être recyclé d'une autre façon. Pour le combustible nucléaire, ben, il faut qu'on ait des caractéristiques très précises et ça va fonctionner de la même façon. Le reste du réacteur qui peut être recyclé, il y a des choses qui peuvent être recyclées, il y en a qui vont être recyclées dans des endroits où il y a déjà des permis. Fait que pour cette autre partie-là, ben il y a c'est à voir qu'est-ce qui peut être recyclé, qu'est-ce qui est recyclable, mais en principe, il y a beaucoup de parties qui peuvent être recyclables. Fait que là, quand on n'a pas de prototype, présentement, on est en train je suis impliqué pour donner une lettre de référence sur un premier prototype et des audiences avec la commission de contrôle qui ont lieu à partir d'aujourd'hui pour bâtir des prototypes. Fait que sans prototype, on n'est pas capable de dire dans le futur qu'est-ce qui va se passer au point de vue des déchets, mais là, présentement encore là, pour revenir dans les 10, 20, 100 prochaines années, c'est quelque chose qui est très excitant pour voir qu'est-ce qui se passe avec les prototypes. Ah, OK. J'ai une autre question. Pourquoi les centrales nucléaires des provinces comme l'Ontario produisent l'énergie au point qu'on doit payer les pays pour prendre l'excédent? Ne pourrait-on pas contrôler notre production? Je ne suis pas sûr si je comprends cette question-là. Là, je sais, est-ce que vous pouvez reposer cette question-là parce que moi, je ne la comprends pas. OK. Pourquoi les centrales nucléaires des provinces comme l'Ontario produisent l'énergie au point qu'on doit payer les produits pour prendre l'excédent? Je ne comprends pas ça du tout. Bonjour tout le monde. C'est moi qui ai posé la question. Oui. Il y a de cela peut-être 5 ans, 6 ans, on avait des excédents d'énergie ici au Canada, au point où on a demandé, je crois, aux États-Unis de prendre l'excédent. OK, c'est autrement dit, on vendait l'excédent d'énergie aux États-Unis. Oui, il y avait ça. Non, je ne crois pas que c'était une vente, c'était plutôt, on leur demandait, on leur payait. Non, c'était une vente. C'était une vente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du $6 million man du gouvernement de l'Ontario. C'était ce monsieur-là que lui avait été chercher des contrats aux États-Unis pour que nous, en Ontario, on puisse vendre de l'électricité aux États-Unis. Ils ont eu des ententes très étroites avec une des utilités au Tennessee, que eux autres étaient très intéressés à avoir de l'électricité qui était produite en Ontario. Fait que ça, je sais que Hydro-Ontario en vendait, mais mais il y a eu des cafouillages au gouvernement avec le $6 million man, puis finalement, ben, il y a des contrats comme ça qui ont été
changé un peu, là, mais c'est sûr qu'on ne payait pas pour les exporter. C'est sûr que les États-Unis, les utilités aux États-Unis les achetaient de nous autres. OK. Ouais. Merci. Merci. OK, j'ai une autre question ici. C'est vous pouvez toujours demander la gestion à voix haute. Ça, c'est moi. Ah oui, oui. OK. Ouais. Je voulais juste laisser savoir que si la question n'était pas claire, l'élève pouvait demander la question à voix haute si c'était plus facile. OK, c'était bien. OK, c'est correct. Merci. Est-ce qu'il y a autre question pour M. Caron? On va attendre quelques secondes, voir. Est-ce que je parle trop? Non, non, pas du tout. C'est très intéressant. Oui. OK. Bon, ben merci beaucoup. Oui, alors merci beaucoup. C'est toujours très intéressant d'apprendre sur des nouveaux sujets aussi qui touchent un peu sur les sujets au secondaire. C'est des liens entre qu'est-ce qu'on fait en ce moment, comment que ça pourrait affecter le futur, genre. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de poser nos questions aujourd'hui. Si l'énergie nucléaire vous intéresse, vous pouvez certainement suivre des cours de physique ou bien de sciences de l'environnement ou les études de l'environnement ou même chimie à l'Université Laurentienne. Si vous avez des questions face à ces programmes qui touchent sur l'énergie nucléaire, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@laurentienne.ca. Je mets l'adresse courriel dans le chat. Nous aimerions savoir ce que vous avez pensé du webinaire aujourd'hui. Alors, si vous avez 2 petites secondes, ça nous ferait chaud au cœur si vous pouvez répondre au court sondage que je vais mettre dans le chat. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais certainement vous remercier d'être là avec nous pour apprendre au sujet de l'énergie nucléaire. Je vous rappelle que nous avons des webinaires de toute variété sur toutes sortes de sujets. Il y en a 3 à 4 par semaine de midi à 1h jusqu'à la fin du mois de juin. L'horaire se trouve au lien suivant dans le chat pour voir s'il y a un autre sujet qui vous intéresse. Je suis certaine qu'il y en a un. Pour ceux et celles qui aimeraient apprendre davantage sur l'évolution, joignez-nous demain à midi. Alors, c'est tout pour nous. Passez une bonne après-midi et à bientôt. Oui, merci. Bonjour.